Bonjour à tous et vous êtes Bonjour. bienvenus dans ce webinaire. Moi, comme vous connaissez, je suis Parfait Kassongo, le coordinateur de la communication pour Twendembele. Avant qu'on commence notre programme, j'aimerais vous attirer votre attention sur certaines règles que nous devons suivre dans ce webinaire. Premièrement, je vous encourage de garder votre micro et vidéo éteints à tout moment. Cela nous aide à maintenir la connexion Internet et nous permet également de publier une vidéo de qualité après ce webinaire. Deuxièmement, nous aurons une session de questions et réponses. Je vous encourage aussi à poser des questions à nos présentateurs. Vous pouvez les faire en utilisant l'option chat en bas de votre écran. Très bien, maintenant, j'invite M. Gounou qui va guider notre programme de cet après-midi. M. Gounou, la parole est à vous. Merci beaucoup, Parfait, pour cette introduction et ce rappel des règles qui vont gouverner notre session. C'est un plaisir de vous accueillir tous dans le cadre de ce webinaire qui va nous permettre de discuter un peu de la production sur le continent des données probantes et comment est-ce qu'elles sont utilisées pour nourrir la politique publique et même pour accompagner les pratiques en matière de développement des politiques publiques. En effet, un livre a été écrit dans ce cadre et le webinaire de cet après-midi va nous permettre d'ouvrir un pan de ce livre-là sur ce qui a été fait au niveau du Bénin. Et donc, pour parler de cela, nous avons autour de la table de ce panel, nous avons un certain nombre de panélistes que je vais vous introduire rapidement. La chance que nous avons, c'est que ces panélistes sont des co-auteurs du sujet qui sera discuté aujourd'hui et qui est un chapitre du livre dont je viens de parler. Alors, nous avons rapidement Monsieur Marius Aina, qui est le directeur adjoint de la programmation et de la planification au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et des Pêches du Bénin. Donc, il est co-auteur du sujet qui a été développé dans ce livre et c'est avec plaisir que nous l'accueillons pour qu'il participe à ce panel. Nous avons également le professeur Emmanuel David Niaoui, qui a accompagné ce processus tout au long de l'écriture du livre pour ce qui concerne le Bénin. Il est autour de cette table en qualité de modérateur des échanges que nous aurons tout le long de ce webinaire. Comme on le dit souvent à tout seigneur, tout honneur, l'un des éditeurs de l'ouvrage, le professeur Ian Godman, qui est l'un des deux éditeurs du livre, a pu se libérer pour être avec nous et participer à ces webinaires et nous éclairer davantage le moment venu sur le pourquoi et le comment de la réalisation de cet ouvrage de très grande qualité. Et donc, nous avons également Damas Sossou, qui est en ligne et qui est un membre du bureau de l'évaluation des politiques publiques au niveau du Bénin, bureau dont moi-même je suis le chef, Abdoulaye Gounou.
Donc, voilà le décor qui est planté. Retenez que ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires qui s'est déjà produit et ça va se poursuivre même les semaines et mois à venir, juste pour vulgariser cet ouvrage plein d'informations pour les professionnels et les praticiens de l'évaluation sur le continent. Et donc, ceci étant, je voudrais demander en premier lieu au professeur David Niaoui de nous dire comment le processus d'élaboration de ces livres, de sa conception, des recherches qui ont été conduites, comment est-ce que tous les experts qui ont travaillé dans ce livre-là se sont pris, se sont organisés pour arriver à ce résultat. Et avant qu'ils ne prennent la parole, je voudrais souligner que toutes les autres personnes qui vont intervenir par après pourront prendre quelques secondes pour mieux s'introduire à nos participants de façon à ce qu'ils les connaissent mieux par rapport au travail qui a été fait dans le cadre de la production de cet ouvrage. Professeur Niaoui, rappelez-nous rapidement comment vous vous êtes organisé, quel a été le cadre analytique de production de cet ouvrage dont nous parlons cet après-midi. Vous êtes fermé. Ouvrez le micro. Oui, ça nous arrive. Infiniment merci donc. Nous avons, encore une fois, je voudrais rendre hommage à Ian Goldman qui est à la base de tout ce processus. Il a marché dans les pays, nous étions au début pour la création de Twende Mbele et ce livre est un couronnement pour les pays africains. Le projet de recherche que nous voyons dans la diapositive suivante, next Ian. Donc, ce projet de recherche, c'est essentiellement sur l'utilisation des données probantes pour les politiques, pour la prise de décision, dans la pratique, dans la recherche, mais surtout pour que l'évaluation serve, les résultats d'évaluation servent aux décideurs afin de pouvoir prendre des décisions éclairées sur la base de ces données. Et le projet a inclus des décideurs politiques qui, à tous les niveaux, sont co-auteurs. Nous avons au niveau du Bénin, l'auteur principal, c'est le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture. C'est dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui, il devrait être ici. Il a exprimé ses regrets de ne pas être là parce que nous sommes dans une période où l'agriculture étant un secteur très sensible, le chef de l'État est en train de faire une tournée au Bénin et le directeur de cabinet a été réquisitionné d'office. Et la même chose est arrivée ce matin au directeur de la programmation qui devrait être avec nous. Donc, c'est à vous dire que les décideurs politiques, les techniciens sectoriels qui travaillent véritablement sur le terrain sont partie prenante de cet ouvrage. Et en dehors de ça, nous avons une équipe de recherche africaine plurielle, vraiment plurielle, du Ghana au Kenya, en Ouganda, au Sénégal, ainsi qu'en Afrique du Sud. Nous avons des gens d'horizons divers, mais une équipe typiquement africaine. Donc, nous avons le livre qui contient 13 chapitres, mais il y a 8 cas, 8 chapitres qui sont sur des cas venant de 5 pays. Et il y a 2 cas en Afrique du Sud, nous avons 2 cas en Ouganda et nous en avons un dans 4 autres pays qui sont le Kenya, le Ghana, le Bénin et le Sénégal. Le cas sénégalais se rapporte beaucoup plus à la CEDEAO, c'est-à-dire à l'Union ouest africaine, l'Union des pays ouest africains. Ensuite, nous avons différents types de données probantes dont on parle là, des évaluations, de la recherche systématique, mais des synthèses rapides, notamment en Ouganda. Et nous avons des cas d'implication
d'organisation de la société civile. Au Kenya, par exemple, c'est essentiellement basé sur l'implication de la société civile. Et au Bénin aussi, nous avons des organisations de la société civile, notamment dans le domaine de l'agriculture, qui ont joué un rôle capital. Alors, et nous parlons dans ce livre de ce qui déclenche... Merci. C'est bon? Vous me recevez? Vous avez encore des choses à ajouter dans l'introduction de ce cadre de la recherche? Bon, j'étais tout juste à la fin. Et j'ai déjà présenté en gros les 8 chapitres aussi. Donc, oui, vous voyez que c'est cela. Maintenant, pour arriver au cadre analytique, c'est fondé sur 2 ouvrages, notamment des ouvrages qui ont été produits dans le milieu des années 2010, et Langer, Gao et Tripney. Et puis, nous avons des Context Matters Framework. Mais de quoi cela parle essentiellement? Nous parlons d'efficacité de programmes et d'instruments visant à soutenir l'utilisation, surtout l'utilisation. Nous produisions beaucoup de données probantes, mais l'utilisation est un autre problème. Donc, la question de l'utilisation, c'est un outil analytique, inductif, et qui nous permet d'explorer les interventions fondées sur l'utilisation de ces données probantes. Je crois que nous irons, je voudrais sauter cette partie, nous irons dans la pratique pour voir la chose directement. Et le cadre analytique et la théorie de changement que vous voyez là, nous partons d'évaluation, de résultats, d'évidences qui viennent de différentes sources. Évaluation, synthèse rapide, évaluation rapide, atelier d'évaluation. Nous avons l'information et à partir de cette information, quelle est l'action que cela génère? Cela amène les gens à pouvoir se retrouver, partager et échanger, renforcer leurs capacités et les mécanismes de changement qui découlent de cela. Nous en avons 6 qui sont partis de ce travail de Langer et autres. Nous avons la prise de conscience qui intervient. Ensuite, les gens sont d'accord parce qu'ils ont pris conscience. Ils ont l'information, le partage de l'information. Et puis, à ce niveau, il y a un climat, une interface de confiance qui s'établit. Et puis, les gens ont leurs capacités qui sont renforcées. Et cela permet aux individus de mieux comprendre, de mieux interagir, mais aussi aux institutions de renforcer leurs capacités. Et quand nous avons ce renforcement de capacités institutionnelles, cela nous amène à comprendre le bien fondé de l'utilisation des données probantes. Et à ce niveau, les gens ont la capacité d'utiliser les données probantes et ils en demandent. Et c'est là où on reconnaît la véritable valeur des données probantes. On recherche la qualité dans les données maintenant, on recherche les processus qui génèrent les données et c'est sur cette base qu'on travaille. Et puis, l'utilisation, qu'est-ce que ça apporte? Le changement individuel comme organisationnel, mais aussi les utilisations, nous allons le développer un peu plus tard, utilisation instrumentale, conceptuelle de processus, mais aussi symbolique de l'évidence. Et le résultat final, c'est l'impact développemental, comme nous allons le voir dans le cas du Bénin, la progression qui a été vue au niveau du ministère de l'Agriculture a permis d'avoir une meilleure production agricole. Ça fait que le Bénin se positionne aujourd'hui en Afrique comme l'un des premiers pays producteurs de coton. Nous avons vu dans le détail, nous ne pouvons pas rentrer dans ces détails sectoriels, mais nous avons vu comment une meilleure utilisation des données probantes s'est traduite en une production accrue. Et ça, là, au niveau du coton, vous ne pouvez pas faire autrement parce que le coton se vend avant même d'avoir été semé. Donc, si vous ne gérez pas véritablement bien les données probantes à ce niveau, vous courez directement à la catastrophe. Et ça a été démontré, ça a vu l'importance des données probantes dans l'amélioration de la production agricole. Donc, voilà sur quoi c'est assis.
voilà les résultats auxquels nous sommes arrivés. Et l'étude de cas particulière du Bénin devrait nous être présentée par le directeur de la programmation et de la prospective du ministère de l'Agriculture, mais il a été appelé tout à l'heure même à rejoindre l'équipe ministérielle qui est avec le chef de l'État dans la tournée. Donc, cela m'amène, puisque nous avons travaillé ensemble tout le temps, cela m'amène à prendre le chapeau maintenant du ministère de l'Agriculture pour présenter comment les choses se sont passées à ce niveau. Mais si vous me posez des questions trop difficiles, comme les Américains disent, I will take the fifth. Et puis, je vais demander à Maurice, qui est là, qui est le directeur de la programmation adjoint, de répondre à ces questions trop précises dans le domaine de l'agriculture. D'accord. Très bien. Mais merci beaucoup. Avant d'aller directement sur le cas, il est important pour les participants qui nous suivent dans cet exercice de retenir essentiellement que d'abord, nous sommes en train de parler d'un livre qui a été édité pour aider à la prise de décision au niveau de nos dirigeants et la prise de décision qui est, selon ce que vous venez de dire là, basée sur des données probantes. Et on doit retenir aussi de cette introduction que vous venez de faire, de la recherche qui a été conduite, que vous avez impliqué des décideurs, des praticiens de l'évaluation et de la production de données probantes dans cet exercice-là, et qu'une très grande variété de chercheurs africains, vous avez énuméré des pays d'où ils venaient, pour faire cette production de grande qualité. En tout cas, merci d'éclairer les participants à ce webinaire sur la démarche qui a conduit à la production de cet ouvrage que je souligne encore, un ouvrage qui parle de comment les données sont produites de bonne qualité et comment est-ce qu'elles sont utilisées pour influencer la prise de décision au niveau de nos États. Et nous avons tout le long du livre des illustrations qui démontrent effectivement comment est-ce que les données probantes sont utilisées pour améliorer le quotidien des populations. Très bien. Merci beaucoup, professeur, pour cette introduction liminaire. On va aller directement sur le cas du Bénin pour toucher du doigt, cette fois-ci, comment est-ce qu'au-delà de tout ce que vous nous avez dit là, les choses se sont passées pour changer le cours des choses dans le secteur qui vous a adressé dans le cadre de ce livre. Vous avez la parole, professeur. Infiniment merci. Et nous parlons maintenant de cette question du potentiel et des défis qui y sont attachés, des évaluations, à pouvoir éclairer la prise de décision. En 2006, au Bénin, nous avons eu des élections qui ont amené au pouvoir le président Yahi Boni, et il a mis un accent particulier sur l'évaluation comme un outil d'amélioration de la gouvernance. Et c'est ainsi que dès sa prise de pouvoir, il a œuvré pour la mise en place d'un bureau d'évaluation des politiques publiques et il a engagé le processus d'institutionnalisation d'un système national d'évaluation. Et il y a 3 pays en Afrique à ce jour qui ont des systèmes nationaux d'évaluation, l'Afrique du Sud, le Bénin et l'Ouganda. Dans les autres pays, il y a des évaluations, mais le système national n'est pas mis en place. Donc, dès 2007, nous avons ce système et de façon concurrente au ministère de l'Agriculture, nous avons un ministère qui est un ministère très sensible parce que l'agriculture utilise 75% de la main-d'œuvre béninoise. Donc, c'est ce qu'on appelle le moteur de l'économie béninoise. Mais les prises de décision à ce ministère et dans ce secteur ne sont pas en général sur la base de données probantes. Nous avons pris par exemple le plan stratégique de relance du secteur agriculture
qui a été sorti dès l'arrivée du président Yaye Boni, un peu après, ben, il a été rédigé en un mois. Ce qui montre que si on devrait suivre tous les processus de génération de données et d'utilisation de ces données, ce n'est pas possible de sortir ce document en un mois. Donc, cela veut dire que cela a été sorti sur une base d'informations préexistantes et d'une autre méthode. Alors, les organisations de producteurs n'intervenaient pas véritablement dans les niveaux clés de la chaîne de décision. Alors que tout le secteur agricole au Bénin est essentiellement basé sur les producteurs. C'est sur les producteurs que c'est basé. Et les producteurs n'interviennent pas. Et cela faisait un décalage. Et ces deux points étaient là, étaient comme la pratique habituelle quand en 2009, le système national d'évaluation a ciblé le domaine agricole et il y a eu l'évaluation de la politique de développement du secteur agricole, qui était le plan stratégique de relance du secteur agricole, le PSRSA. Donc, cette évaluation a eu des recommandations et lesquelles recommandations ont répondu à un besoin réel sur le terrain. Et c'est ça le contexte dans lequel l'évaluation a été faite. Un contexte où les autorités ministérielles avaient plutôt la main sur tout le secteur. Et là, nous avons l'historique des réformes en agriculture qu'il y a eu au Bénin très rapidement. Depuis 1991, nous en avons la première qui est venue parce que le pays avait basculé du régime marxiste à une démocratie après une conférence nationale. Et cela a valu au pays de bénéficier de l'appui des partenaires internationaux. Il y a eu, après cette réforme de 91, une autre en 2000, et puis une autre en 2001, immédiatement après. Et c'est en 2006 que nous rentrons dans un autre régime où nous avons le PSRSA. Et avec le PSRSA, maintenant, il y a une demande de revoir cette réforme qui est amenée, mais sur la base de données probantes. Et c'est à ce niveau que les producteurs sont intervenus dans le débat et ont rejeté les travaux avec les PTF. Il y a eu des discussions où les propositions qui ont été faites par les cadres du ministère ont été remises en question par les producteurs. Il y a eu beaucoup de rencontres, de discussions. Et donc, il y a eu une information qui a été générée par ces nombreux échanges qui a fait que le cadre institutionnel a été essentiellement modifié et où les producteurs maintenant sont rentrés, ont pris un rôle décisif dans la prise de décision. Et c'est cela qui a conduit au dernier document, le PSDSA, qui est sorti en 2017, fin 2017. Et sur ce document, nous voyons que le travail qui a été fait d'abord sur la base de l'évaluation à mi-parcours du PSRSA, l'évaluation finale du PSRSA, mais aussi l'implication des associations de producteurs. Et ce document, c'est un document qui est très solide et qui peut se faire valoir aujourd'hui comme étant un document de réforme sur la base de données probantes issues d'évaluations conduites par le ministère à l'interne, mais aussi, surtout, avec des producteurs qui ont pris le devant et qui ont fait générer maintenant une culture d'évaluation et de production de données sur la base de besoins réels plutôt que sur le programme du ministère ou des partenaires techniques et financiers. Yann? Alors, nous avons des cas d'utilisation. Nous rentrons un peu dans un jargon qui est propre au livre sur la base de notre approche conceptuelle. Donc, l'utilisation des données, quand il y a des termes, utilisation instrumentale, conceptuelle, symbolique ou utilisation dite de processus. Quand elle est instrumentale,
c'est qu'une action spécifique directe est prise à la suite d'une évaluation. Donc, une évaluation dit, par exemple, il faut faire une route d'un point A à un point B et en exécution directe, la route est faite. C'est une utilisation instrumentale. L'utilisation conceptuelle fait référence au cas où ce n'est pas une utilisation directe, mais l'évaluation permet d'avoir une meilleure compréhension de la situation. Et la meilleure compréhension de la situation sur la base de données fiables nous rend des décideurs, de meilleurs décideurs, parce que nous avons un éclairage meilleur. L'utilisation symbolique, ici, c'est quand les données sont utilisées pour légitimer des vues préexistantes. Par exemple, nous pouvons dans plusieurs cas penser quelque chose, mais nous n'avons pas l'autorité des données pour le déclarer. Et quand nous avons une recherche de qualité qui apporte des résultats, eh bien, nous pouvons maintenant nous fonder sur cette recherche pour faire cette déclaration. Et cela fait aussi que les questions dont on discute peuvent venir beaucoup plus être mises en exergue. Et le dernier cas d'utilisation, l'utilisation des processus. Pour mon cas, c'est l'utilisation la plus importante, c'est là où il y a un changement de paradigme, là où des individus comprennent mieux quelque chose et deviennent des consommateurs plus exigeants, des consommateurs plus éclairés, parce que, ayant été dans un processus d'évaluation, ayant vu ces résultats, cela les met dans une position où ils changent de comportement, de pratique. Et ce qui se passe au niveau individuel se transfère aussi au niveau organisationnel. Donc, nous avons des organisations, des institutions qui sont plus capables parce qu'elles sont plus éclairées et sur la base de résultats d'évaluation ou de processus d'évaluation. Et c'est Patton qui est surtout l'avocat de cette utilisation dite des processus. Nous avons d'autres types d'évaluations qui existent. Nous pouvons avoir des croisements. Sur la même évaluation, sur une même question, nous allons avoir une utilisation instrumentale qui sera aussi symbolique. C'est possible. Le même résultat permet de mettre en exergue une question, mais aussi en même temps d'avoir une application directe. Cela est possible. Et selon les pays, nous pouvons avoir d'autres cas d'utilisation. Donc, nous allons voir dans le chapelet de recommandations qu'a fait l'évaluation, nous avons retenu 5 ici pour montrer l'utilisation qui en a été faite. Au niveau de la première recommandation, je vous recommande vraiment de voir ce rapport. C'est un rapport qui est disponible en ligne sur le site justement du système national d'éducation, le site, peut-être que Damas ou Abdoulaye vont nous le mettre dans le chat. Et si vous allez sur ce site, vous allez voir les évaluations qui ont été conduites par le système national d'évaluation et l'ensemble de toutes les informations qui sont reliées au système national d'éducation et d'évaluation. Donc, nous avons les recommandations. Très rapidement, je vais passer dessus. Dans la première, on demande que le ministère développe une nouvelle politique parce que la politique qui a été évaluée, elle avait des défauts. Et cela a été fait en même temps, et en fonction des orientations de développement. Et c'est ça qui a conduit à la révision du PSRSA qui était évalué à l'époque. Et cette révision a eu lieu premièrement au niveau du ministère et les résultats sont sortis. Et c'est quand ces résultats sont sortis qu'ils ont déclenché un refus de la part non seulement des partenaires techniques et financiers, mais aussi des producteurs. Et là, je peux citer Aguemon, qui a fait un article, Aguemon et Mongbo. Aguemon devait être sur ce panel aussi, qui disent que les producteurs disent que les agents des ministères les considèrent comme leur sujet. Et ils décident pour eux là-bas, mais il s'agit plutôt des producteurs. Les producteurs veulent voir
au chapitre. Donc, les révisions ont été faites et c'est une utilisation instrumentale. La deuxième recommandation, c'est celle qui parle que le gouvernement introduise une loi au niveau du Parlement et que le Parlement adopte cette loi, une loi d'orientation du secteur agricole. Et cette loi d'orientation, dans le processus, là où les producteurs ont pris la main, aujourd'hui, et je vais inviter Marius à appuyer cela tout à l'heure dans la question-réponse, aujourd'hui, ce sont les producteurs qui ont pris le lead sur tout le processus de rédaction de la loi et d'introduction de la loi au niveau du Parlement. Je pense que c'est une grande première dans nos pays africains que les producteurs eux-mêmes prennent le devant des choses pour introduire une loi au niveau du Parlement. Il y a eu beaucoup de consultations, de production de données probantes qui ont eu lieu dans ce processus pour arriver d'abord à une étape qui est celle du mémorandum paysan. Et ensuite, le mémorandum paysan, c'est le cadre conceptuel global pour la loi, là où tout le monde s'exprime et dit de quoi il est question. Et ensuite, cela débouche sur la rédaction de la loi. Donc, deuxième cas d'utilisation instrumentale, pour l'utilisation des processus, le gouvernement, on dit, la recommandation veut que le PSRSA, cette politique à l'époque, soit considérée comme transitoire et intérimaire en attendant la rédaction d'une nouvelle politique. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu la promotion de 13 filières agricoles diverses et la promotion de ces filières a été essentiellement l'œuvre des producteurs qui ont conduit des travaux de recherche. Les études sont là, hein, les rapports sont là. Ils sont disponibles sur demande, on peut vous les faire parvenir. Vous voyez que c'est la Fédération des producteurs même qui a conduit les études, reçu les informations et sur la base de ces données a conduit la politique des filières. Et 13 filières agricoles sont actives en ce moment. Nous avons la prise en main de l'élaboration de la loi en plus, comme je l'avais dit tout à l'heure, par les producteurs, et la révision du cadre institutionnel de gestion du secteur agricole. Ensuite, utilisation symbolique. C'est ici où le ministère on demandait que le ministère mette en place un cadre de concertation et nous avons le CNOS, c'est ce cadre national d'orientation qui a été créé et de suivi, cadre national d'orientation et de suivi, qui a ses démembrements au niveau déconcentré. Donc, c'est national, mais avec des démembrements au niveau départemental et communaux, de telle façon que toute l'activité est organisée et suivie. Et ensuite, il y a cette dernière recommandation qui parle d'adopter des outils de gestion axés sur les résultats avec un système de suivi et évaluation. Marius pourra nous en dire beaucoup plus. Cela est en place maintenant avec un énorme renforcement de capacités qui est appuyé par diverses coopérations allemandes et belges et françaises aussi, pour former des cadres en matière de suivi et évaluation pour pouvoir gérer les données. Nous disons rapidement au passage qu'au niveau du ministère, il y a la direction des statistiques agricoles qui est vraiment le centre nerveux de la gestion des données au niveau du ministère. Nous remarquons que dans plusieurs cas, les utilisations peuvent être croisées. Si nous pouvions aller en profondeur, nous pourrions le dire. Alors, nous avons ce cadre qui avait été présenté de façon théorique. Maintenant, pour l'appliquer à la situation béninoise, qu'est-ce qui s'est passé? Partant de résultats d'évaluation, production de données, nous avons une évaluation indépendante, conduite par des gens complètement externes au ministère. Le rapport a été validé par consensus. Je vous dis, vraiment, il y a eu énormément de discussions avant cette validation. Mais il y a eu un atelier de 3 jours qui s'est tenu à Grand Popo. C'est une ville du sud-ouest du Bénin. Il a fallu envoyer tout le monde en exil là-bas sur 3 jours. Ils ont travaillé
tous les acteurs qui étaient impliqués étaient là et ce rapport a été validé. Et cela fait que cette information fiable, acceptée de tous, s'impose à tous. Mais cette information, elle vient à un moment où on est en pleine révision du PSRSA, on a besoin d'informations et c'est une opportunité excellente que l'évidence est acceptée par tous vienne sur le terrain à un moment où on en a besoin. Donc, les interventions conséquentes, c'est qu'il y a eu la sensibilisation, la prise de conscience et sur la base des résultats qu'il y a eu, il y a prise de conscience qu'il y a quelque chose qui doit être fait, une transparence, un accès, un partage de l'information, parce que tout le monde étant là et tout le monde ayant validé cette information, c'est plus facile à tout le monde de savoir de quoi il s'agit et de partager l'information. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis, à ce niveau, nous avons eu la responsabilité, la responsabilisation des organisations de la société civile, notamment la PENOPA, qui est la plateforme des producteurs et qui a joué ce rôle clé. En matière de mécanisme de changement qui a suivi, nous avons donc cette prise de conscience dont nous avons parlé et cet accord maintenant à travailler ensemble. C'est très important. Auparavant, quand il y a quelque chose à faire, et c'est une question dont on a discuté, les cadres des ministères se retrouvent, produisent les réformes, et ces réformes s'appliquent au secteur, tout simplement. Mais maintenant, les producteurs qui sont sur le terrain, ils disent, et là je cite encore Aguemon et Mongbo, ils disent c'est de nous qu'il s'agit. Et vous ne pouvez pas le faire sans nous. Et à ce niveau, il y a cet accord, il y a le partage d'informations, il y a surtout l'interaction. Et c'est formidable à ce niveau, vous voyez des actions qui sont... Je voudrais bien que Marius intervienne sur cette question. Hein, comment des actions qui étaient du ressort du ministère sont complètement avalées, j'utilise le mot avalées, par les organisations de producteurs, de telle façon que le rôle du ministère est toujours là, mais il est secondaire aujourd'hui. Obligatoirement, cela s'accompagne de renforcement de capacités pour ces associations, organisations de la société civile, et nous voyons l'évolution institutionnelle. À partir de ce moment, ce n'est plus une affaire de ministère, c'est une affaire de secteur avec les différentes parties prenantes qui ont leurs différents rôles. Changement individuel, changement institutionnel, bien sûr. Vous pouvez, c'est un représentant de la coopération belge que nous avons rencontré dans le cadre de la production de ce livre, qui dit, mais écoutez, ce processus et les renforcements de capacités qui ont été faits, ils ont dynamisé les parties prenantes de telle façon que ce n'est pas possible de parler avec les acteurs, soit de la Chambre d'agriculture, soit des organisations de producteurs ou autres, toujours en ayant à l'esprit que c'est des gens qui ne sont au courant de rien. Ils savent maintenant, ils sont au courant, ils sont formés, et c'est eux-mêmes qui font leurs demandes sur le type d'évidence dont ils ont besoin. Je vais utiliser le mot anglais. Et vous savez, il y a eu un cas où un partenaire technique et financier a recruté des consultants dans le cadre toujours de la rédaction de la loi dans le processus du mémorandum paysan. Ils ont recruté des consultants internationaux qui sont arrivés, mais les organisateurs de producteurs ont dit « Nous sommes désolés, mais ces consultants ne peuvent pas satisfaire nos besoins parce qu'ils ont une compétence, certes, mais ils ne maîtrisent pas le pays. Et les nuances dans lesquelles nous rentrons à ce niveau, elles sont trop profondes pour que ces gens viennent avec tout leur savoir-faire pour pouvoir nous aider. » Et première fois, nous avons vu des consultants venus de offshore qui n'ont pas pu être utilisés parce que les producteurs eux-mêmes voulaient des données produites sur place, sur la base de leurs besoins, par des gens qui étaient capables de générer ces données. Et ça, il faut reconnaître que véritable changement individuel, véritable changement institutionnel. Production et utilisation des données probantes dans tout le processus maintenant
les études se font. Si vous voyez ces 13 filières-là, elles ont été faites sur la base d'études, de consultations locales, consultations au niveau régional, consultations au niveau national. C'est tout un processus qui montre que la production et surtout l'utilisation des données probantes est rentrée dans les cycles de vie de ces organisations. Et cela se fait sur la base de besoins réels, comme nous l'avons dit. Et comme je l'ai relevé tantôt, nous avons une utilisation plus pertinente de consultants. C'est en fonction du besoin que nous disons nous avons besoin de telle et telle personne et non en fonction du programme du ministère ou des partenaires. Parce que vous savez, ça arrive dans plusieurs pays où les partenaires ont leur plan d'action. Bon, nous devons faire une évaluation de ceci, une évaluation de cela. Et il arrive que nous ayons 2 ou 3 évaluations qui se répètent sur le même sujet. Mais maintenant, puisque les producteurs même sont à l'œuvre, nous avons cette différence. Et les effets perçus, qui est l'impact, les effets tout de suite, ben, nous sommes déjà 10 ans, 11 ans après cette évaluation, nous pouvons parler d'impact. Nous avons une meilleure collaboration entre les parties prenantes, meilleure interface collaboratrice entre les parties prenantes du secteur, et nous avons les effets sur la production. Dans certains cas, même, nous avons de la surproduction sur les produits vivriers. Et notamment au niveau du coton, nous avons vu le boost qu'il y a eu sur la production du coton au Bénin. Un facteur favorable, qu'est-ce qui a favorisé l'utilisation des données probantes? À chaque fois que je vois ces facteurs, je me dis peut-être si j'étais au Togo, au Ghana ou au Kenya ou dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, ce seraient les mêmes questions. Premièrement, la crédibilité de l'évaluation a joué son rôle. Cela fait que cela ne s'est pas fait de soi. Hein. Les premiers rapports ont été rejetés sur la base de ce qu'ils étaient trop partisans et trop critiques contre le ministère. Ça a été une véritable guerre. Et puis, mais ensuite, on a mis le comité de pilotage. La présidence, c'était au ministère du Plan. Et cela a mis cette audience un peu plus impartiale et différentes parties prenantes. Ce qui fait que, bref, au finish, nous avons une évaluation dont les résultats sont crédibles, avec un comité de pilotage réunissant les acteurs clés et une validation consensuelle de ce rapport et surtout, le rôle du ministère à accepter de lâcher du lest, d'ouvrir sur les divers points d'abandon de pouvoir, il faut le dire. Les questions qui relevaient du ministère, beaucoup ont été prises en charge par d'autres acteurs non gouvernementaux. Et ça, il faut relever que c'est un point très, très, très positif qui fait qu'il y a une meilleure division du travail, une meilleure opportunité à tous d'apporter quelque chose. Et le rapport, comme je l'ai dit, Abdoulaye, tu peux déjà le mettre dans le chat. Ah bon, je vois déjà le site qui est là. Vous trouverez non seulement ce rapport, mais beaucoup d'autres rapports là-bas. Merci beaucoup. Et d'autres éléments qui ont favorisé l'utilisation, c'est l'opportunité d'utilisation des résultats. C'est ça, cette utilisation instrumentale. Ensuite, l'implication active et effective des acteurs non gouvernementaux. La consultation des acteurs à la base, au niveau local, départemental, national, qui produit une information de source qui n'est pas contestée, qui n'est pas contestable parce que tout le monde a participé à sa protection. Ensuite, je vais vous dire, tout ceci n'aurait pas pu être fait. Maurice va nous le confirmer tout à l'heure, cela n'aurait pas pu être fait si les partenaires n'étaient pas disponibles et disposés à accompagner cela, notamment au niveau des ressources financières et certaines ressources techniques. Ensuite, il y a eu le renforcement des capacités des acteurs non gouvernementaux, mais aussi gouvernementaux. Énorme renforcement des capacités des acteurs gouvernementaux de la part des PTF. Donc, les PTF ont joué un rôle capital. Et Mongbo et Agamon, que je cite encore, qui ont fait une étude très, très, très profonde sur cette question, ils ont relevé que si nous regardons dans le rôle des acteurs,
l'acteur le plus prépondérant, on dira même que ce sont les PTF, parce que ce sont les partenaires qui apportent les moyens quand on en a besoin. Sinon, même si nous avons de très belles idées, elles ne peuvent pas être accomplies, elles ne peuvent pas être mises en œuvre sans les moyens que les partenaires apportent. Et puis, il y a beaucoup d'autres questions sur lesquelles le rôle des partenaires a été sensible. Facteurs défavorables, on parlera premièrement de l'instabilité institutionnelle. Ce ministère, c'est un ministère sur 10 ans. Jusqu'en 2016, sur 10 ans, il y a eu 10 ministres. Et vous savez qu'en Afrique, quand on change un ministre, on change des directeurs, on change tout. Il faut tout recommencer. Mais je dois reconnaître que depuis 2017, c'est beaucoup plus stable. C'est un seul ministre, une seule politique qui se conduit et donc il y a de la consistance. Donc c'était un facteur défavorable historique. Comme toujours partout, la crainte de l'inconnu, c'est ce qui arrive avec toutes les réformes. Nous avons une difficulté à quitter le confort de la routine pour aller vers une nouveauté, que les agents du ministère doivent travailler avec les producteurs qui ne sont pas des agents du gouvernement. On comprend qu'il y a de la réticence. Mais cela s'est fait et cela est la réalité aujourd'hui. Il y a une faible communication entre les acteurs du fait, et il faut le relever, de la position paternaliste de la partie gouvernementale. Et c'est ça qui a amené les producteurs à dire que les agents du gouvernement les traitent comme leur sujet. Je cite encore Agamon et Mongo dans leur étude. Mais nous pouvons dire que ce n'est plus exactement la même chose aujourd'hui. Même sur certains points, Maurice me le confirmera, les producteurs sont ceux qui dictent leurs lois aujourd'hui aux administrations gouvernementales. Bon, dans tous les pays, la lourdeur administrative est un énorme frein à la production et l'utilisation des données probantes. Et nous avons les ressources limitées, ressources humaines, matérielles. Le ministère est vraiment en manque de cadres. À chaque fois que nous devons travailler, nous le déplorons. Et les ressources matérielles et les fonds aussi, c'est un souci. Principale leçon apprise, la rédaction même de ce chapitre, comme on dit, si vous voyez le livre, au verso du livre, le mot du directeur de cabinet, c'est que cet exercice a permis une meilleure utilisation des données probantes pour la prise de décision au niveau ministériel, mais surtout pour le Bureau d'évaluation des politiques publiques et de l'analyse de l'action gouvernementale, le BEPAG, qui est la structure haute du système national d'évaluation. À ce niveau, le fait de produire des évaluations qui sont génératrices de changement est une opportunité pour continuer à le faire et à bien faire. Et surtout, garder l'indépendance des évaluations, la qualité des évaluations, notamment avec les questions de sélection des comités de pilotage qui conduisent et apportent aux conclusions des évaluations. Nous avons la disponibilité opportune des données pour la prise de décision. Cette évaluation a produit des données qui, au moment où on en avait besoin, étaient disponibles et ont permis une utilisation instrumentale. Ça, c'est très important. Et c'est un encouragement à produire les données à tout moment, de telle façon que les données étant disponibles, la prise de décision est aisée. Aujourd'hui, nous avons ce petit souci, le chef de l'État est en tournée et il a besoin de données pour faire son discours politique. Et c'est pour cela que le directeur de la programmation, qui est le propriétaire des données, n'est pas là. Parce qu'il faut qu'il assure, on a besoin des données au jour le jour. Et Maurice qui est là, il est là par miracle, parce que tout l'appareil qui produit les données est en ce moment réquisitionné. Donc, il y a cette opportunité. Il faut que les données soient disponibles pour qu'au moment où on en a besoin, on puisse en disposer. L'importance d'un système national d'évaluation pour promouvoir l'utilisation des résultats d'évaluation et
je vais dire à Abdoulaye que le système national d'évaluation, il doit aller plus loin. Il doit descendre au niveau périphérique, notamment dans les communes. Il va nous répondre dessus. Dans les communes, mais il y a cette action qui a été engagée par Toin Dembélé aussi pour que l'Assemblée nationale joue son rôle de contrôle de l'action gouvernementale sur la base de données probantes. Donc, que le système national d'évaluation soit un pourvoyeur d'informations pour l'Assemblée nationale, de telle façon que l'Assemblée nationale puisse contrôler l'action gouvernementale sur une base scientifique. L'importance de créer et d'entretenir un contexte favorable et stimulant pour la production et l'utilisation des données probantes. Ça, on ne le répétera pas assez. Et l'importance de l'implication de toutes les parties prenantes clés. Si vous retournez dans notre cadre conceptuel, c'est très, très important dans les mécanismes de changement. C'est très important qu'il y ait la prise de conscience, qu'il y ait les phases d'accord, les phases de renforcement de capacité où tout le monde crée maintenant une interface bien irriguée, où on échange, où toutes les parties prenantes ont leur place et savent qu'elles sont accueillies et sont bienvenues pour participer aux discussions. Et ça renforce non seulement la production, mais surtout l'utilisation des données probantes. Et c'est là où ça a sa raison d'être. Et ensuite, encore une fois, l'importance de la collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Et avec les producteurs, nous avons vu que l'appui des partenaires techniques et financiers peut être mieux orienté par l'utilisateur final s'il sait ce qu'il veut. Parce que quand des partenaires ont fait leur programme, recruté leurs consultants de l'extérieur et balancé sur le terrain, les producteurs ont dit non, ce n'est pas exactement ce que nous voulons. Nous ne pensons pas que cela nous soit utile. Donc, si le consommateur peut être éclairé, il y aura une meilleure utilisation de l'appui des partenaires techniques et financiers. Donc, à ce point, Yann, nous avons le livre qui est là. Le livre est disponible, il est ouvert. Voilà. Vous pouvez le télécharger. Yann, s'il te plaît, tu peux nous envoyer le lien pour obtenir le livre. On peut attacher le fichier du livre aussi directement dans le chat, comme ça, tout le monde peut le télécharger. C'est possible. Bon, Yann va le faire pour vous. Il va vous envoyer le lien pour télécharger le livre. La bonne nouvelle, c'est que ce livre va être disponible très bientôt en français. La traduction est en cours et cela va être disponible, ouvert de la même façon en anglais, en français. Donc, vous pourrez aller en ligne et puis télécharger le livre, le partager. Et moi, je suis en train d'utiliser le chapitre sur le Bénin déjà dans une de mes classes à l'université. Je l'utilise, il me sert beaucoup et c'est facile parce que c'est de l'actualité nationale. Donc, voilà un peu l'information. Le prochain webinaire, Yann? C'est le 3 décembre et je vais le mettre dans le chat. Okay. Donc, vraiment, je voudrais vous remercier. Yann, si tu veux me montrer la dernière diapositive pour que nous voyons les auteurs. Pardon. Je puisse remercier tout le monde de la part de ces auteurs, qu'on puisse voir leur nom et qualité. Voilà. C'est toute cette équipe qui vous remercie. Il y a Bonaventure Kwakanou, qui est le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture. Dossa Aguemon, qui est le directeur de la programmation de la prospective. Marius, qui est avec nous, qui à présent va répondre à toutes vos questions, qui est directeur adjoint de la programmation de la prospective. Il faut que je vous dise qu'en 2009, Marius était là au moment de l'évaluation. Donc, il peut faire le lien entre l'évaluation et la réalité d'aujourd'hui. Il était déjà là depuis. C'est une véritable ressource que nous avons beaucoup
utilisé, qui nous a beaucoup aidé, notamment pour les documents dans la rédaction du livre, du chapitre sur le Bénin. Abdoulaye Gounou, qui est le métronome du système national d'évaluation, chef du bureau d'évaluation des politiques publiques. Et puis votre serviteur, évaluateur, et puis le chercheur. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et je vais retourner la parole à Abdoulaye pour gérer la discussion. Très bien, merci professeur Emmanuel pour cette présentation sur l'expérience du Bénin dans le cadre de la publication de cet ouvrage. Nous avons suivi les éléments essentiels à retenir de cette présentation. C'est que le cas du Bénin vient vraiment illustrer le potentiel et le défi, comme nous l'avons annoncé en publiant ce webinaire, de l'évaluation pour alimenter la prise de décision. C'est intéressant, cette présentation, telle que vous l'avez faite. Vous avez pu démontrer que cette production est assez pédagogique sur la production même des données probantes et le processus de leur utilisation pour induire des changements d'amélioration sur l'existant. La démarche a été fortement scientifique et rigoureuse pour montrer comment est-ce que l'évaluation peut vraiment influencer positivement les processus décisionnels dans nos États. En tout cas, pour ce qui est du Bénin, ce fut bien démontré dans le secteur de l'agriculture. Et bravo pour toute cette équipe de chercheurs. Bravo au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin qui s'est prêté à cet exercice. Et donc, nous sommes, quand je regarde un peu le chronogramme, nous sommes en retard d'environ 22 minutes sur ce que nous avons planifié. Donc, nous allons passer maintenant, parfait, nous allons passer aux questions que les participants ont dû poster sur la plateforme et que les différents panélistes puissent apporter des réponses et surtout l'éditeur, l'un des éditeurs qui est avec nous aujourd'hui, puisse donner de plus amples réponses ou commentaires en lien avec globalement tout le travail qui a été fait dans le livre. C'est parfait, mais tu m'entends? Je vous entends très bien, Monsieur Gounou. On n'a pas de questions sur le chat, mais je crois que ça nous donne une opportunité pour nos participants de soulever leurs mains et demander leurs questions sur audio et aussi pour faire les commentaires. Et je vois que il y a Monsieur Senga. Monsieur Senga, s'il vous plaît, si vous pouvez juste allumer votre micro et poser votre question à nos présentateurs, s'il vous plaît. Bon après-midi. Comme je viens d'écrire, je suis étudiant à Uganda Christian University, dans l'ère Meni Capis au niveau de Mukono. J'étais contacté par l'une de nos professeurs qui dispense les cours de suivi et évaluation pour vous joindre. Je suis vraiment ému par cela parce que, comme je venais d'écrire, si possible, comme vous avez planifié d'avoir votre prochaine session à décembre, si possible de nous faire aussi la notification pour qu'on puisse se joindre à vous et pour nous faciliter de booster le peu de connaissances que nous sommes en train d'apprendre au niveau de l'université. Et comme j'ai dit, à notre pays, on n'a pas encore vraiment une structure solide comme les vôtres.
si c'est faisable que puisse ça se joindre à vous. Je ne sais pas comment seront les modalités. Et si possible aussi avec la présentation, de partager avec nous, si ce n'est pas interdit. Merci beaucoup. Merci. Ian Hopwood, et puis on va prendre aussi la question de André Alenga, s'il vous plaît. Merci, félicitations pour les bonnes présentations. J'ai peut-être 3 ou 4 points qui ne méritent pas tous peut-être discussion. Je vous laisse ça à votre appréciation, n'est-ce pas? Je pense d'abord lourdeur administrative. C'est très bien de le dire comme un facteur contraignant. Mais je pense que Matozzi, dans son étude de cas en Afrique du Sud, dans le même livre, a parlé de la question des valeurs et des opinions des fonctionnaires qui ne favorisent pas le changement, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, l'évaluation, la recherche ou l'étude, n'est-ce pas, va à l'encontre des valeurs ou des opinions. Donc, peut-être derrière le lourd administratif, peut-être il y a une question vraie d'opinion et des avis des uns et des autres. Peut-être il y en a qui sont attachés à une école de pensée et les autres à une autre école de pensée. Et ça peut produire des débats longs et d'ailleurs, dans son étude de cas, elle parle de l'importance de l'espace pour permettre cet échange. Donc, je pense que lourd administratif, c'est une belle phrase, mais il faut aller un peu plus en profondeur. Peut-être la deuxième question que je voulais poser, c'est que, et je ne sais pas où dans le livre, je suis en train de l'exploiter, il y a une affirmation à un moment donné qui dit quelque chose comme 25 ou 30 ou 35%, j'oublie maintenant, dans certains pays, des fonctionnaires ou des utilisateurs n'ont pas la capacité de comprendre, de filtrer, d'apprécier vraiment les données probantes. Il y a un problème de capacité, n'est-ce pas, réel. Je pense qu'on a déjà évoqué cette question, mais c'est intéressant de voir que cette affirmation, quand même assez lourde, est faite dans le livre. Et on se demande si, dans le contexte de Bénin, vous avez vu un certain changement, une évolution dans cette capacité. Peut-être vous l'avez déjà évoqué, mais peut-être il y a des leçons pour nous pour tirer certaines conclusions. Juste pour terminer, le livre parle beaucoup des espaces, des possibilités, comme des stratégies pour l'utilisation, n'est-ce pas? Et je me demande, dans votre propre expérience maintenant, dans quelle mesure les journées béninoises d'évaluation, c'est une initiative que vous avez prise maintenant depuis 6 ans, 8 ans, est-ce que ça nous a, maintenant, en regardant les fruits, les effets de ces journées, est-ce que vous pouvez considérer que ces journées ont été des espaces efficaces pour cette promotion de l'utilisation, n'est-ce pas, de données probantes? Ou est-ce que vous pouvez faire mieux? Quelle est la perspective dans l'avenir que vous avez pour les journées béninoises? Donc, merci un peu et félicitations encore parce que pour nous, au Sénégal, vous êtes toujours un pays phare et une source d'inspiration et d'encouragement. Merci. Merci. André Alenga. Andrea Elanga. OK. Je crois que André n'est plus. Oh, il est là. OK. Elle est là. Oh, elle est là. Andrea. Merci. C'est une dame. Je suis une dame. Merci, André. Non, je n'ai particulièrement pas de questions. J'appréciais tout simplement la brillante présentation et toutes les informations que nous avons eues aujourd'hui. Et je souhaite vraiment être avec vous lors de votre prochaine présentation. Et j'ai déjà hâte d'avoir la version française du livre. OK. Merci. Merci, André. OK. Monsieur Gounod, je crois que si on peut répondre à ces 2 questions. Non, il y a des questions sur... qu'on ajoute, qu'on continue à ajouter. OK. OK. Il y a Serge, s'il vous plaît, voilà. Serge Didier. Oui, merci. Je suis Dami Serge Didier, directeur de l'évaluation à la Banque Ouest Africaine de Développement. Donc, je voudrais vraiment remercier les panélistes pour cette présentation qui nous donne une idée de comment l'utilisation des données
probantes permettent d'améliorer les politiques. J'ai trois questions à poser, si vous le permettez. Ça va être assez rapide. La première question, c'est au niveau du cycle programmatique concernant le ministère de l'Agriculture. Avec l'expérience que vous avez, comment les recommandations que vous avez eues, vous les intégrez dans l'élaboration du programme d'investissement public dans le cycle du budget du Bénin? Comment vous suivez le portefeuille des projets agricoles pour produire ces informations probantes? Et comment, en phase ex-post, vous interagissez avec le Parlement au niveau de l'élaboration de la loi des règlements et, comment on appelle, des recommandations pour le prochain cycle budgétaire. Donc, j'aimerais comprendre un peu comment, dans chacun de ces maillons, vous avez intégré l'ensemble des recommandations. La deuxième question, je dirais, c'est une question de praticien. Il faut dire que le politicien a son agenda. Et lorsque, en tant qu'évaluateur, vous produisez des données, il y a un naturel à filtrer les informations pour les communiquer. Donc, généralement, dans le discours public, on va filtrer les informations positives pour les communiquer aux populations, mais tout ce qui est négatif, on va les mettre en berne. Comment vous pensez que nous pouvons surmonter, comment on appelle, cette difficulté de communiquer sur ce qui n'a pas réussi? Et enfin, pour terminer, je n'ai pas encore lu le document, je vais commencer à le lire. Il y a un élément sur les facteurs défavorables que vous avez mentionné, je crois que c'est 5 éléments. Est-ce que dans le document, il y a des pistes de solutions? Merci beaucoup. Merci. Damasoso, s'il vous plaît, votre question. Je remercie encore Emmanuel pour la brillante présentation. Dans la catégorisation de l'utilisation, il a distingué le cas d'utilisation instrumentale et conceptuelle. Le cas conceptuel me préoccupe dans notre contexte actuel où je vois qu'on aura du mal à trouver des évidences pour justifier de l'utilisation conceptuelle des évidences. Comment, quelle est la stratégie qu'il utilise pour le savoir? Comment il sait que des gens ont davantage amélioré leur connaissance par rapport à quelque chose du fait d'une évaluation? Comment, de façon pratique, et puis sur la base de quelle évidence on peut avoir ces éléments? Ça m'éclaire, ça va beaucoup m'éclairer par rapport à cette présentation. Merci. Merci pour vos questions et vos commentaires aussi. Monsieur Gounou et Emmanuel, s'il vous plaît. La parole est à vous. Très bien. Professeur? Merci bien. Je ne vais pas beaucoup répondre. Il y a des questions qui s'adressent à Abdoulaye. Il y en a que il faut que Marius prenne la parole aussi, parce que c'est lui qui est le vrai chef ici. Bien sûr. La première des questions sur laquelle je vais répondre, c'est celle de Ian Hopwood qui parle de l'odeur administrative. Et vous avez absolument raison. Ça croise l'avis de Matsozi parce que si vous vous souvenez de la présentation, le deuxième tiret qui vient dans le même ordre d'idées, c'est que sur ces questions de valeur et de culture, les gens ont toujours un mal à quitter le confort de leur routine. Et dans l'article du Bénin, il y a même une citation où les gens disent « c'est comme ça que nous faisons ici ». Il ne faut pas changer les habitudes. Et alors, même si vous avez des données qui incitent à utiliser une autre méthode plus scientifique et plus pratique et plus efficace, les gens vont dire « c'est pas comme ça que nous faisons d'habitude ». Et c'est vrai, ce que vous dites, la question des valeurs et des cultures est une question à prendre en compte. Sur cette question de 25 à 35%, on n'assimile pas les données, à plus forte raison, on les utilise. Je pense même que les chiffres là sont mitigés. Et voilà, nous avons cette réponse que notre ingénieur nous balance, Yann. Merci beaucoup. Et vous voyez les résultats ici.
Et nous avons cette étude qui a été conduite sur 3 pays, l'Afrique du Sud, le Bénin et l'Ouganda, où vous voyez carrément les chiffres, vous voyez qui sont ceux qui sont capables d'interagir avec les données probantes. Barrière à l'utilisation des résultats d'évaluation. Abdoulaye et Damas pourront revenir sur cette question. Ian aussi. Maintenant, pour la question sur les JBE, Abdoulaye reviendra dessus. La dernière question sur laquelle j'aimerais intervenir, c'est celle de Damas sur l'utilisation conceptuelle. Et dans cette étude sur la demande et l'offre d'évaluation que Twende Mbele a lancée, nous avons remarqué que la question du genre est très importante. Elle est très importante en ce que, en matière de techniciens d'évaluateurs, de personnes capables de faire le travail, donc au niveau de l'offre de services en évaluation, les femmes sont en nombre très limité. Nous nous sommes rapprochés de l'UNICEF. On dit, c'est vous qui agissez pour les femmes, qu'est-ce qui se passe? L'UNICEF dit qu'ils ont une politique où quand il y a 3 personnes, même si la femme est 3e sur la shortlist, ils vont prendre la 3e personne parce qu'elle est une femme. Mais qu'ils ont un problème en fin de compte. Le problème, c'est que soit au niveau de la qualité, soit au niveau du rendu, il y a des soucis quand ils travaillent avec les femmes. Cette évaluation et ce résultat ont permis de mettre en exergue cette question de la faiblesse des ressources humaines disponibles en matière d'offres de services évaluatifs. Et un renforcement des capacités est programmé au niveau de l'UNICEF et d'autres acteurs pour permettre à des spécialistes de suivi-évaluation, notamment des évaluateurs de sexe féminin, de renforcer leurs capacités. Ça, c'est une utilisation conceptuelle. Les résultats d'une étude permettent de mettre un problème en exergue et permettent par la suite d'avoir une utilisation instrumentale, c'est-à-dire fournir les renforcements de capacités. Après avoir dit ça, je vais laisser vraiment Marius intervenir maintenant sur le reste des questions. Marius? Oui, merci professeur pour cette belle présentation. Je salue au passage tous les panélistes, M. Yann, et je salue particulièrement le chef bureau de l'évaluation des actions publiques du Bénin, M. Abdoulaye. Je rappelle que tout ce qui est cet outil aujourd'hui d'évaluation, le gouvernement l'a fait comme un outil essentiel de réédition de comptes et de prise de décision. C'est à l'actif du Bénin au regard de tout ce qui se fait aujourd'hui en matière d'évaluation. M. Abdoulaye certainement reviendra sur les journées des évaluations que le Bénin organise. Et je voudrais faire un commentaire global qui pourrait permettre aux uns et aux autres de comprendre davantage ce qui s'est passé au Bénin. Quand nous disons qu'il y a eu une révolution de prise en charge en main des acteurs tant de la société privée, marchande, mais également des acteurs de la société civile, et ce qui s'est passé a été déjà consacré depuis 1991, après la conférence des forces vives de la nation, dans ce que nous avons appelé la lettre de politique de déclaration, la lettre de déclaration de politique de développement rural, qui consacrait déjà le désengagement de l'État des fonctions de production, de transformation et de commercialisation. Mais cela n'a pas été du tout respecté parce que, c'est vrai, les fonctionnaires que nous sommes, on avait peur de perdre notre chasse gardée. Mais il a fallu 2006 où l'ancien président, le président Boudéaï a demandé à ce que les fonctionnaires, ceux de l'administration, l'aident à révolutionner le secteur agricole. Quand les acteurs se sont vus éjectés parce que le président n'a invité que les acteurs du public. Et ceux-là qui étaient là, qu'on accompagnait, ils se sont dit non, on ne peut pas nous éjecter parce que c'est nous qui sommes à la production, c'est nous qui sommes à la commercialisation, c'est nous qui sommes à
transformation, je vous assure, cette remise en cause a duré 3 ans en matière de processus participatif. Parce qu'à ce moment, on a dit, tiens, il ne faudrait pas qu'on les laisse sous le carreau, il faut qu'on les implique. Et je vous assure, ça a été une belle expérience pour nous qui sommes cadres de l'administration. Parce que ce processus participatif qu'ont voulu les acteurs, ça nous a amené à mieux comprendre tous leurs besoins et de les intégrer dans un document qui a fait de va-et-vient pendant 3 ans. Et à un moment donné, certains fonctionnaires, je le dis de façon claire, ne voulaient même plus que ce document passe à l'adoption au niveau du Conseil des ministres. De 2009, ça a connu encore 2 ans avant que le gouvernement n'adopte ce document en novembre 2011 en Conseil des ministres. Et pourquoi? Sous le leadership encore de ces acteurs, parce que certains ne voyaient pas leurs intérêts. Et ça qui a révolutionné aujourd'hui le secteur agricole, où vous ne pouvez rien faire en termes de projets et programmes sans que ces acteurs ne soient présents. Et d'ailleurs, le cadre institutionnel du secteur agricole a consacré la présence des acteurs de la société associative et privée dans tous les comités de pilotage des projets et programmes. Vous avez un projet et programme à mettre en œuvre. D'abord, depuis la formulation, ils sont associés puisque le cadre institutionnel l'a consacré. Et dans la mise en œuvre, ils sont également associés. Et nous avons même le contrôle citoyen qui se fait aujourd'hui par la PACIM, la plateforme des acteurs de la société civile. Et aujourd'hui, le secteur agricole marche de cette façon, de façon consensuelle, de façon, je ne sais même pas comment le qualifier, mais c'est vrai aujourd'hui, nous, les cadres de l'administration, on n'est plus tellement mis en avant, mais nous sommes en back-off pour que ces acteurs puissent exprimer véritablement leurs capacités. Et ce qui est encore très heureux est que les données probantes le prouvent. À un moment donné, je voulais faire référence à la loi, non seulement sur les interprofessions, mais la loi d'orientation. Parce que, se sentant vraiment lésés, ils ont constaté qu'il y a eu des gouvernements successifs et chaque fois qu'un gouvernement vient, on remet encore ce que l'autre a fait. Et c'est à eux, ils nous ont dit non, il faudrait qu'on consacre une loi d'orientation qui va s'imposer à tout gouvernement. Au lieu que chaque gouvernement vient, on change et on revient encore à la case de départ. C'est eux qui ont pris le lead. Et je vous assure aujourd'hui, ils ont conduit le processus jusqu'à ce que le document soit transmis aujourd'hui au gouvernement qui suit le reste du processus. Donc la Cour suprême va se prononcer et très bientôt, on aura cette loi d'orientation qui va s'imposer à tout gouvernement. Il en est de même pour l'interprofession, la loi sur les interprofessions, qui est déjà à l'étude à l'Assemblée et que bientôt le chef de l'État va promulguer cette loi et que nous allons mettre en conformité les interprofessions qui aujourd'hui existent. Et les acteurs sont consentants à ce qu'on revoie de fond en comble ce qui se passe, le désordre en griffe qui s'observe aujourd'hui. Donc voilà un certain nombre d'éléments que nous avons eu à remonter à travers les évaluations et qui, de façon responsable, ont été mises en application par le pouvoir public à travers l'administration que nous représentons. Au passage, je rappelle que dans notre secteur agricole, nous avons 5 groupes d'acteurs. Et ces 5 groupes d'acteurs se retrouvent partout où vous avez un organe à constituer. Nous avons l'État et ses structures, nous avons les collectivités décentralisées, et nous avons les acteurs privés, le privé marchand, les acteurs de la société civile et les partenaires techniques et financiers qui, je vous le souffle, sont encore quand même derrière pour pousser ceux de la société civile et associative à véritablement réclamer ce qui leur revient de droit dans le cadre de tout ce qui est consacré par nos différentes lois, tests réglementaires. Pour finir, par rapport à notre ami de la Banque ouest africaine de développement, tout ce qui est recommandation, autant par les évaluations, mais également par la revue sectorielle qui regroupe l'ensemble de ces acteurs que nous faisons chaque année, ça fait objet d'un suivi. Et il y a un comité qui est mis en place pour le suivi de ces recommandations. Et à chaque revue annuelle, nous revenons sur
ces différentes recommandations, celles qui ont été mises en place, celles qui n'ont pas été mises en place. Et dans le cadre de ces DMT, le cadre de dépenses à moyen terme, si nous n'avons pas pu identifier un partenaire technique et financier qui pourrait nous accompagner en fonction de la nature des recommandations, c'est systématiquement programmé dans le PIP, dans le programme d'investissement public, en fonction du fait que c'est une recommandation. Si ça entre dans le champ des renforcements de capacité, dans le champ des renforcements des capacités institutionnelles, nous programmons ça dans nos activités courantes. Mais si c'est des actions qui nécessitent des investissements, ça passe directement dans le programme d'investissement public de l'État, surtout quand nous n'avons pas eu un partenaire pour nous accompagner. Et voilà et ce qui se fait en termes des recommandations. Nous mettons en place un comité qui suit régulièrement. À chaque revue sectorielle, le point là est fait et nous recommençons. Nous recommençons avec ce qui n'a pas été mis en œuvre. Donc, voilà les éléments que je voudrais ajouter par rapport au portefeuille des projets et programmes. Ça également, vous savez, au fur et à mesure que nous évoluons, certains projets qui arrivent à terme, on les fait sortir. Si éventuellement, il y a de très belles actions qui sont menées et qu'il y a, lors des évaluations, les acteurs en réclament, on essaie de voir comment faire avec d'autres partenaires pour reconduire ces actions ou au cas contraire, nous essayons de reformuler et dans la mesure du possible de voir si la zone d'intervention, elle peut connaître une extension ou voir on change carrément de zone d'intervention. Voilà et quelques éléments que je voudrais ajouter tout en remerciant une fois encore les panélistes et surtout le professeur pour cette brillante présentation qui, de mon point de vue, a été très fidèle à tout ce que nous avons eu à dire dans le temps au moment où les collectes de données se faisaient. Merci. Et nous restons toujours à l'écoute pour d'éventuels compléments. Merci, Monsieur Yann. Je laisse le micro à certainement celui qui viendra pour... Abdoulaye, sur les JBE. Hein. Très bien, merci Yann, sauf qu'il est déjà parti, mais bon, je vais répondre pour les autres qui sont encore dans la salle. Je suis là pour 2 minutes encore. Ah, d'accord, très bien. Ok, je voudrais dire de façon générale la production que le Bénin vient de faire dans le cadre de ce livre est le fruit d'un système d'évaluation qui est en train d'être bâti depuis 2008 et il a certainement beaucoup aidé à ce résultat. Nous n'avons pas fini de construire ce système, il faut le consolider, il faut le rendre robuste, c'est ce à quoi le bureau s'attelle jusqu'à maintenant. Et l'un des instruments de ce chantier, c'est les journées béninoises de l'évaluation. C'est bien qu'on en parle. Les journées ont permis de rendre visible l'évaluation au niveau du Bénin. Et donc, en organisant les journées béninoises de l'évaluation, on a amélioré le niveau de conscience des acteurs nationaux par rapport à l'évaluation, ce qu'elle a de potentiel et révéler aussi ce qu'il y a de contraignant pour sa promotion au niveau du pays. Donc, c'est une plateforme assez utile et importante pour non seulement le bureau et ses animateurs, mais aussi au niveau national de tous ceux qui s'intéressent à la chose évaluative. Est-ce que nous nous en satisfaisons maintenant, tel que Yann a posé la question, ou il y a encore des marges de progression? Oui, bien sûr qu'il y a des marges de progression, parce que si nous avions fini tout, on ne serait plus encore là. Et l'une des décisions que nous avons prises n'eût été la pandémie qui sévit actuellement. Nous avions programmé les JBE pour 2020 en juin passé. Mais les restrictions sanitaires au niveau
pris par le gouvernement nous a amené à annuler les JBE et Inch'Allah, on pourrait les faire l'année prochaine. Alors, pour cette édition, c'est un nouveau format que nous avons mis en place pour améliorer un peu ce que nous faisions à travers les JBE. De 3 jours, nous avions programmé, par exemple, faire des JBE sur une semaine. Nous allons commencer de la base, c'est-à-dire les communes, comme le professeur Emmanuel l'avait soulevé tout à l'heure. Il faut faire descendre l'évaluation au niveau de la base pour que les données qui remontent soient déjà des données de bonne qualité à ce niveau-là. Donc, on avait prévu commencer cette activité à partir de la des ateliers, des formations au niveau des communes, des départements et venir clôturer l'ensemble du processus à Cotonou à travers les 2 jours de journée que nous avions l'habitude de faire. Donc, voilà ce que nous avons, nous envisageons pour améliorer les JBE, tout en reconnaissant que c'est quand même un socle pour la promotion de l'évaluation, de la connaissance actualisée au niveau national et international. Deuxième élément de réponse, c'est de dire que dans le chemin de construction de ce système que nous souhaitons robuste pour alimenter la production des données probantes et même promouvoir leur utilisation, c'est la décentralisation de l'évaluation. C'est vrai, le bureau est au niveau central ici, s'occupe ou s'est occupé jusqu'à maintenant de l'administration centrale, mais depuis un certain moment maintenant, l'évaluation descend au niveau des départements et au niveau des communes. Cette semaine, nous venons même de boucler une tournée nationale au niveau décentralisé, nos préfectures, nos communes, pour faire de la dissémination de nouveaux instruments, outils de promotion de l'évaluation. Et donc, la semaine prochaine, nous avons un atelier de formation pour l'ensemble de nos départements et de nos communes. Tout ceci pour rendre un peu plus fonctionnelle l'évaluation au niveau de la base, au lieu qu'elle soit une activité au niveau central. Parlement, c'est vrai, le Parlement au niveau du Bénin, jusqu'ici, n'utilise pas encore les données probantes pour faire le contrôle de l'action gouvernementale pour diverses raisons. Que je ne vais pas étaler ici, mais le processus de leur implication dans le processus évaluative de l'utilisation des données probantes pour contrôler l'action du gouvernement est un processus qui a été enclenché et avec l'appui de Twendembele, nous avons eu des formations en direction de nos parlementaires et nous sommes actuellement en train de construire un corps de champions au niveau du Parlement de l'évaluation pour que on professionnalise le contrôle de l'action gouvernementale au lieu de l'exercer comme ça se fait aujourd'hui en se basant sur un certain nombre d'informations, de données qui ne viennent pas forcément des évaluations. Donc, le combat, il est là et nous en sommes conscients et on travaille là-dessus. L'autre chose qui favorise la promotion des données probantes au niveau du pays et leur utilisation, c'est la démystification. Parce que, quelque part, c'est bien dit, la lourdeur administrative, la réticence et tout ça, c'est la peur qui fait ça. Bon, donc, il faut démystifier l'évaluation. Il faut la rendre populaire pour que les gens ils s'associent, ils s'y reconnaissent, qu'ils l'accompagnent en termes
d'utilisation comme instrument de production des données et comme aussi instrument d'utilisation des données probantes. Donc ça, nous avons commencé la démystification de l'évaluation avec, soit directement, soit avec l'accompagnement de nos partenaires. Et donc, ce que je peux dire à ce niveau, Twende Mbele nous a accompagnés à former les décideurs. Nous avons pu réunir tous les directeurs de cabinet, tous les secrétaires généraux des ministères pour leur parler un peu de l'évaluation, leur parler un peu de la production des données probantes et leur parler aussi de leur utilité dans le processus de décision. Tout ceci participe de la démystification. Il faut enlever la peur pour que les gens, ils acceptent, ils accompagnent et internalisent le processus dans les prises de décision. Donc, globalement, c'est un chantier qui est ouvert et qui est en marche, et le Bureau de l'évaluation des politiques publiques en est conscient et travaille inlassablement à réunir toutes les compétences, tous les acteurs et tous les soutiens pour sa réalisation. Donc, voilà comment, globalement, ça se fait au niveau du pays pour qu'on ait les résultats que nous avons et qu'on ait ce cas illustratif dans le livre et qui montre combien l'évaluation est vivace au niveau du Bénin et que les acteurs s'animent autour de ça, et quand bien même tout n'est pas parfait, parce que le souhait que nous avons, c'est de développer la culture de l'évaluation au niveau du pays. Ça vient tout doucement. Ça n'est pas encore ça, mais avec beaucoup d'efforts, on va y arriver. Donc, voilà ce que je voudrais dire pour apporter quelques éléments de réponse aux préoccupations qui ont été soulevées, et pour dire une fois encore, merci pour cet intérêt à la chose évaluative au niveau du Bénin, et surtout ce cas que nous venons de présenter brillamment et qui intéresse plus d'un. Merci beaucoup, professeur. Et je retourne la parole à Parfait pour dire s'il y a encore des questions dans le chat. Peut-être à Yann d'abord. Ah oui. Non, mais je n'ai pas grand-chose à dire. J'ai mis les liens pour le prochain webinaire dans le chat et aussi les liens pour le livre. Je suis très content qu'on a eu ce webinaire en français et c'est parce qu'on a l'anglais à dominer un peu dans le livre, oui. Et on essaye de le rectifier un peu avec la version en français. D'accord, super. Super, super. Alors, parfait, il y a encore des questions dans le pipe? Oui, il y a une question, il y a plusieurs questions. Jamin, s'il vous plaît, vous pouvez poser votre question. Bonjour, de la part de Senga, partie de la RDC. OK. Bonjour. Bonjour. Merci. J'étais attentif quand vous avez commencé à parler comment vous avez réussi à implémenter le processus de suivi et évaluation pour les programmes de l'agriculture. Quand vous avez souligné que à un certain moment, même le bénéficiaire ou bien les agriculteurs, ils n'ont pas voulu connaître les évaluateurs externes. C'est ce que je voulais savoir, comment vous avez procédé pour qu'ils soient déjà outillés avant le temps pour connaître comment ça se passe ce domaine, pour qu'ils soient motivés de refuser l'arrivée de ces experts, en ayant l'idée que si, par exemple, on a fait venir si c'était un projet financé par d'autres organisations ou bien, on peut dire, BAC de développement
au niveau de l'Afrique. Et ils auront aussi besoin d'envoyer leurs experts. C'est comme autrefois, ils n'ont pas confiance au rapport d'évaluation par la communauté, au niveau local. Bon, quand ils parviennent maintenant à dire qu'on n'a pas besoin de ces gens-là, est-ce qu'il y a eu harmonie si jamais c'était financé par les experts, une institution ailleurs que le gouvernement? Est-ce qu'il y a eu, comment vous avez pu gérer cette ambiance-là que les experts n'ont pas été les bienvenus parce que vous avez déjà des connaisseurs au niveau de la base, ce qui est vraiment à louer. C'était ça ma préoccupation. Okay. Merci. Merci. Jamin Mbav, s'il vous plaît, rapidement votre question. Jamin, vous êtes sur mute. OK. Bon, en attendant qu'il vienne, professeur David. Professeur? Ce que je pensais, c'était que tu en parles. C'est une question d'évaluation. Oui, je peux en parler, mais il a dit dans la présentation, nous avons dit que des experts sont arrivés et les organisations paysannes les ont chassés. Alors, comment cela s'est-il passé? Et quels sont les outils dont disposaient ces organisations paysannes pour chasser les experts qu'on leur a postés? Bon, moi, j'ai beaucoup parlé. Je peux donner tout l'exemple. Bon, je ne dirai pas le nom du partenaire. Mais il y a 5 consultants internationaux qui ont été recrutés, qui sont arrivés. C'était en plein processus de rédaction du mémorandum paysan. Le mémorandum paysan, c'est ce document cadre qui est à la base de la loi. Et les compétences de ces consultants n'étaient pas exactement ce qui était nécessaire. Et vous savez, dans tous nos pays, cela se passe. Un partenaire dit, bon, cette année, nous allons faire une évaluation de ceci, une étude sur cela, et quelque chose ici et cela. Et vous avez tout le plan qui correspond au plan d'action du partenaire, mais qui, en fait, en réalité, se révèle être soit un doublon de quelque chose qui a déjà été fait, ou bien une étude dont la pertinence n'est pas immédiate. C'est peut-être pour quelque chose qui va arriver plus tard, peut-être que c'est dépassé, peut-être que c'est une mode. Par exemple, ça arrive beaucoup dans le cas des partenaires. Tout le monde est en train de parler en ce moment de COVID. Donc, on va faire venir quelqu'un pour parler de COVID, pour faire une étude sur le COVID. Mais il se fait que les paysans, sur la question du mémorandum paysan, ils ont eu une démarche. Ils ont fait près d'une centaine de réunions, du niveau local jusqu'au niveau national. Au niveau national, il y a eu des séminaires. Ils avaient une démarche. Ils étaient dans leur logique. Ils ont parlé aux gens à la base. Au niveau des communes, au niveau des départements, il y a eu des concertations. Et quand ils ont déjà établi cette logique de fonctionnement, qui sont en train d'évoluer d'une façon qui marche bien, on leur fait venir des consultants qui ne sont pas tout à fait ni dans l'air du temps, ni dans les résultats qu'ils recherchent. Ils ont dit non, merci. C'est rare, c'est très rare. Et les consultants sont restés, ils ont fait, pour ne pas repartir sans rien faire, ils ont fait des séances de renforcement de capacité. Maurice, faut nous... Oui, avec votre permission, pour ce cas particulier, il y avait une circonstance atténuante qui expliquait aussi la chose. Vous savez, on avait le plan stratégique de relance du secteur agricole avait pour horizon 5 ans, 2011-2015. Mais pour sa mise en œuvre opérationnelle, il y avait eu des instances qu'il fallait mettre en place, dont le professeur en a parlé, le Comité national d'orientation et de suivi, qui dans le temps était présidé par le président de la République. Mais cet organe n'a pas été mis en place jusqu'à la veille de l'horizon. C'est en décembre
pratiquement en 2015 que le chef de l'État a finalement désigné celui qui doit le représenter. Et ça a fait de telle sorte que ce plan, en réalité, pour les acteurs, n'a pas été concrètement mis en œuvre et vous envoyez une équipe d'évaluation pour évaluer quoi? C'est là où les acteurs se sont braqués pour dire, mais on n'a pas mis en œuvre correctement le plan et vous voulez évaluer. Nous préférerons que ce soit nous-mêmes qui fassions l'auto-évaluation. Et ça fait que depuis ce temps-là, systématiquement, que ce soit document de politique, document de stratégie, document de projet et programme, il est systématisé qu'il doit y avoir une auto-évaluation et en la matière, nos acteurs sont suffisamment formés. D'ailleurs, les coop dans le processus de PDDA est ramené à l'échelle régionale et dans chaque pays, ils ont commis un certain nombre d'aspects tels que le professeur le dit, pour renforcer la capacité de ces acteurs à faire face à ces cas d'auto-évaluation. Et on ne refuse plus qu'il y ait d'évaluation externe, c'est du domaine de prérogative du bailleur, et ils le font, mais l'auto-évaluation se fait de façon systématisée par nos acteurs. C'était là l'enjeu où les acteurs ont dit, on n'a pas mis en œuvre, l'organe qui doit conduire n'a pas été installé, et pourquoi venez vous envoyer des experts? On n'a même pas demandé de vous envoyer. Donc, c'était là l'enjeu et ça se comprend aisément. Nous, on a compris. Le temps s'en va, le temps est en train de s'envoler. Pour notre ami qui a posé la question depuis la RDC. Donc voilà globalement comment ça s'est expliqué. J'ajouterai tout simplement que cela est dû au fait que aussi au niveau du pays, il y a déjà une forte organisation des paysans. Ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Il y a des organisations locales et même nationales, ils sont fédérés et donc qui fonctionnent avant et qui ont des renforcements de capacités, qui ont des partenariats, etc. Donc, qui sont avertis sur un certain nombre de choses. Il n'y a pas seulement des évaluateurs dont on vient de parler, même l'administration publique a désormais un interlocuteur du fait de cette organisation paysanne qu'on a pu mettre en place. Donc, si ça vous dit, je crois que c'est comme ça qu'il faut procéder pour renforcer les capacités de vos producteurs pour qu'ils puissent parler dans des cadres beaucoup plus structurés pour soutenir les débats au niveau de l'évaluation. Bien, alors on me signale que nous sommes en train de… Oui, nous sommes très en… Je voulais dire quelque chose en 1 minute. Depuis 2018, le Conseil de ministres, je crois c'est en mai 2018, a pris la décision que tout projet et programme sur le programme d'investissement public doit avoir une théorie du changement. Et c'est très important parce que la question de la production de la théorie du changement donne beaucoup plus de robustesse à tout projet et programme qui est mis en œuvre, de telle façon qu'il n'y a plus de navigation à vue. Et c'est un élément déterminant pour la production et l'utilisation des données probantes. Parce qu'avant, on regarde, bon, c'est comme ça qu'on a toujours fait, et puis on fabrique ce qu'on peut fabriquer, mais maintenant, il y a cette approche systématisée. Et il ne faut pas oublier aussi qu'au niveau de l'Assemblée nationale, tout projet de loi apporté pour ratification, tout projet de financement déposé sur la table du Parlement pour ratification doit avoir une étude ex ante qui établit la faisabilité et tous les paramètres avant que le Parlement n'étudie. Cela fait que la production et l'utilisation des données devient une question intégrée dans tous les cycles de programmation au niveau national. Et c'est une très bonne avancée. Merci beaucoup. Merci, professeur. S'il n'y a plus d'autres commentaires, d'autres ajouts, Yann, vous avez quelque chose à dire? Non, je l'ai déjà dit. Non?
Je l'ai déjà dit. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui sont venues à discuter avec nous de cette expérience importante. Très bien. Donc, nous sommes en train de finir ce panel et nous sommes en train de clôturer. Et ce qu'il faut globalement retenir, c'est que l'évaluation reste une source importante de production de données probantes pour aider à prendre des décisions efficaces pour le développement de nos nations. Nous avons pu retenir aussi que l'évaluation rencontre des défis qui nécessitent que tous les acteurs en soient conscients et se mettre ensemble pour les relever afin de permettre à l'évaluation de jouer le rôle qu'on attend d'elle en termes d'influenceurs positifs des réformes que nous entreprenons. Et donc, c'est ces éléments qui ont véritablement émergé des échanges et comment est-ce que nos nations vont s'organiser pour que ceci soit effectif dans le processus de développement que les dirigeants sont en train de conduire dans les pays respectifs. Donc, c'est ça globalement ce que nous avons discuté. Nous n'aurions pas fini ce débat parce que ce que nous avons dit aujourd'hui, c'est comment le Bénin s'est organisé pour rendre ceci effectif à travers le cas illustratif que le professeur Emmanuel David Niaoui nous a présenté. On continuera par faire le tour du continent. Prochainement, en janvier prochain, nous avons une autre réunion de cette nature. Donc, un panel va s'organiser et on va vous présenter les cas d'autres pays africains et notamment le tout prochain, ce sera le cas sud-africain où nous allons discuter également de comment ce pays s'est organisé pour rendre effective la production de données probantes, rendre effective l'utilisation de données probantes et il y aura des cas illustratifs aussi. Et nous vous convions, le moment venu, à vous inscrire massivement pour prendre part aussi à ce débat, qui est un débat actuel sur le continent. Nous vous remercions tous d'avoir pris part à cette réunion d'aujourd'hui. Nous terminons pour dire aux francophones que le livre en français va être disponible d'ici le premier trimestre de l'année prochaine parce que les travaux de traduction sont presque achevés. On va les finaliser et tout le monde sera au même pied d'égalité que les anglophones qui l'ont déjà sous la main. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci Parfait pour avoir organisé cette table. Et merci d'avoir fait le backup. Je vais dire merci à l'éditeur Yann et à sa co-éditrice qui malheureusement pour diverses raisons n'a pas pu se joindre à nous. En tout cas, merci pour cette production qui éclaire tout le continent sur ce chantier-là. Merci professeur David Niaoui pour la brillante présentation du cas béninois et même du cadre institutionnel d'élaboration de ce document. Merci à Damas et merci à Marius qui a représenté ici le ministère de l'Agriculture qui est notre hôte pour ce cas. En tout cas, merci pour tous les participants et je voudrais vous dire que nous sommes heureux de vous avoir compté parmi nous et on va se dire à bientôt. Merci beaucoup et au revoir.